Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Serge Bonne, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai 2 filles et je suis collectionneur d'outils anciens depuis 38 ou 40 ans, je ne sais plus exactement puisqu'il y a très longtemps. Et donc, comme j'arrive à un âge certain, je me suis dit, je vais essayer de, de faire partager cette passion, cette collection que j'ai d'outils anciens, que j'ai fait depuis toujours. Et pour la faire partager, le meilleur moyen, c'est de le filmer avec, et de vous présenter toute ma collection, enfin une grande partie, parce qu'il est assez impossible de faire tout, parce que ça serait fastidieux. Mais voilà, donc je vais vous raconter un peu une partie de mon histoire, je vais essayer de faire court. Euh, je suis né à la ferme du château de Malmort. Et la ferme du château de Malmort, elle s'appelle le château de Malmort parce que, forcément, il y avait un château. Ce château féodal a été brûlé en 1470, pardon, et il reste de ce château une photo que j'ai ici, que j'ai amenée. Euh, cette tour qui n'existe plus s'est écroulée le 6 février 84 lors d'une grande tempête. Et comme il reste que cette photo, j'y tiens beaucoup puisque je suis dessus avec mon petit frère Bernard. J'ai 12 ans là à l'époque. Et il y a mon petit frère Bernard qui a 8 ans qui est avec moi. Et la personne qui a fait cette photo, c'est un jeune touriste qui était avec nous. Et on allait s'amuser à grimper sur cette tour. Et un jour, cette tour, donc en 84, s'est écroulée. Et bien, sur le rocher sur lequel était construit ce château, il y a eu comme une espèce de vide, puisque toute mon enfance, j'ai vu cette tour, et qui était quand même l'attraction locale. Et donc, il est un peu dommage que personne n'ait pris conscience qu'un jour elle risquait de tomber, bien que tout le monde le savait, et l'inévitable s'est produit. Et comme depuis longtemps, je suis né dans un endroit et un système où il y avait beaucoup de choses anciennes, avec un passé chargé d'histoire, j'ai collectionné. Ça a commencé par quelques petits objets du quotidien, des objets agricoles, des objets de guerre d'ailleurs, puisque la guerre a beaucoup marqué cet endroit. Et de fil en aiguille, au bout de 40 ans, j'ai une collection importante d'outils anciens. Et donc, il me semble qu'il est intéressant et important, aussi bien qu'il est important d'avoir un objet, il est encore plus important d'en garder la mémoire, d'en garder le nom et le mode d'utilisation, comment on utilise tel objet, pour quelle raison il est fait comme ça, pour quelle raison, à quelle époque on a fait ça, pourquoi on l'a modifié, etc., etc. Et surtout pour faire partager le génie inventif de l'humain. Aussi bien on a créé, le cerveau humain a su créer des choses extraordinaires, aussi bien il a su créer des choses négatives. Et très souvent, grâce au négatif, ça a permis de faire avancer et on a, malheureusement, grâce aux guerres, on a fait évoluer notre monde. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et donc, je vais vous faire une exposition, je vais exposer plusieurs métiers et vous expliquer toutes ces choses-là et un peu lire l'histoire. Comment j'ai fait pour faire ça et comment j'ai fait pour savoir toute cette histoire? Eh bien, j'y suis un peu né dedans. Et je suis quelqu'un de très manuel et j'ai toujours passion à ça. Je suis charpentier de métier. Donc le travail du bois et des métaux, c'est quelque chose que j'ai utilisé, que j'ai travaillé toute ma vie. Et donc j'ai une connaissance assez importante là-dessus. Et quelque chose qui me passionne. C'est une de mes passions parce que j'en ai plein, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc comment j'ai fait pour savoir ça? Beaucoup par le bouche à oreille, beaucoup parce que je suis quelqu'un de très observateur. Et comme disaient les anciens, un métier, ça ne s'apprend pas, ça se vole. Donc j'ai volé tout ça. Pas volé matériellement, mais volé de la connaissance. C'est-à-dire que j'ai posé des questions, je suis allé voir des gens formidables. Je vais vous parler d'un personnage que j'ai connu, qui était un cousin de mon père, qui s'appelait Joseph Chaillol, qui était le charpentier du Dévoluy, quelqu'un d'extraordinaire de connaissances, d'ingéniosité, quelqu'un de très doué et qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et le reste, je l'ai appris par les livres. Bien que j'aime pas beaucoup lire, euh,
je me suis aperçu que de collectionner des outils, ça a une grande importance, mais pour perfectionner tout ça, il n'y a que les livres. Parce que depuis la nuit des temps, on utilise des outils et on utilise des livres. Puisque, comme aujourd'hui on fait un film, les anciens faisaient des livres. Et sur les livres, on a la chance de vivre à un siècle où on peut avoir toutes les connaissances inimaginables qu'on a besoin. Et aujourd'hui, on a des ordinateurs qui nous permettent de savoir tout ça. Mais tout ça, moi, je ne l'ai pas appris par l'ordinateur, je l'ai appris par des livres. Et donc, on a des livres extraordinaires. J'en ai apporté quelques-uns, là. Il faut savoir qu'à peu près au XVIIIe siècle, dans les années 1750, il y a eu en France une encyclopédie qui a bouleversé et révolutionné ce que je collectionne. C'est l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ça ne me revenait pas, excusez-moi. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert qui ont été les premiers qui ont répertorié l'outillage, qui ont répertorié l'art et la culture, la connaissance des sciences. Donc il faut savoir que ces deux personnes ont lancé cette encyclopédie qui a circulé dans le monde entier. C'est pas la seule, mais enfin c'est une importante, puisqu'il existe à peu près 400 ouvrages, 400 livres, et 1000 personnes ont travaillé là-dessus, et ils ont mis 24 ans pour faire ça. Donc c'est quelque chose de considérable, et c'est la première encyclopédie qui a permis de répertorier l'outillage. Pas que ça, mais enfin surtout l'outillage, puisque c'est de ce sujet-là qu'on va parler. Et donc, suite à ça, à la même époque, Larousse a fait la même chose au niveau de la littérature, de l'écriture et de la langue française. Comme on est au siècle des Lumières, de grandes choses ont été inventées, et au niveau de la littérature, ça s'est considérablement développé. On s'est aperçu qu'il est né des entreprises, des sociétés, des grands créateurs de génie qui ont été des célébrités dans l'histoire grâce à leurs inventions. On a des magazines avec des catalogues, des boîtes, des sociétés comme Martinet et Thibault, comme Kirchner, comme Thivel et Bérézia, comme la Quincaillerie Centrale de Paris, comme la Société de cycle et d'armes de Saint-Étienne. Toutes ces choses-là qu'on a écrites sont dans des livres qui sont à la portée de tout le monde. Et grâce à tout ça, j'ai pu avoir la connaissance de ces outils-là. Le reste, je l'ai appris sur le terrain, puisque je viens du monde agricole et que j'ai passé une grande partie de ma vie dans le bâtiment. Les deux entremêlés m'a permis de connaître le toucher et le savoir-faire de tout ça. Ce qui a une grande importance. Et ce que je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus précise, la plus rigoureuse et la plus honnête possible, si quelqu'un qui regarde ce film, qui est un puritain ou un grand spécialiste de telle ou telle chose, s'aperçoit que j'ai commis une erreur, il faut qu'il sache que je ne l'ai pas fait exprès, mais en général, je pense pouvoir être en mesure de vous expliquer avec une grande rigueur et une grande précision quel outil sert à quoi et pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement. Voilà, donc après, je vais vous présenter quand même la personne qui est de l'autre côté de la caméra. Il s'appelle Christian Gouaille, c'est un ami, il est cinéaste amateur, et je l'ai rencontré sur des fêtes, puisque j'organise des fêtes, et il nous a filmé un jour, et je lui ai demandé s'il voulait bien me faire ce film, et donc je vais vous le présenter. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie, et voilà. L'ami Christian Gouaille. Bonjour Salut Christian. Bonjour. Bonjour Christian. Comment vas-tu? Ça me fait très plaisir de te voir. Mais moi aussi. Donc, comme je vous l'explique, on s'est rencontrés sur une fête, donc la fête du terroir à Saint-Bonnet, en Champsaur, et je me suis aperçu que ce monsieur me filmait intensivement, et donc après discussion, je lui ai demandé qui il était. Il m'a dit: je fais ça pour le plaisir, et ça n'a rien à voir avec l'argent ni le commerce, je fais ça pour le plaisir. Et donc, une fête, deux fêtes, trois fêtes, et il nous a fait des films, et un jour, je lui ai dit: fais-moi, s'il te plaît, le film de mon musée. Voilà. Et donc, Christian vient me faire le film de mon musée. Voilà, avec un grand plaisir. Et bien, le plaisir est pour moi. Voilà.
Je te remercie Serge vraiment de l'invitation que- et tout. Et j'espère que mon film sera vraiment à la hauteur de toutes tes belles choses que tu as ici. J'espère Voilà. que les gens qui vont regarder ça en auront beaucoup de plaisir. Je te remercie Serge. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons commencer par mon métier. On va commencer par la charpente. Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que, comme je viens de vous le dire, c'est mon métier. J'ai fait ça toute ma vie. Et surtout, le métier de la charpente, c'est le métier qui a piloté, qui a coordonné et qui a été le maître d'œuvre de tout ce qui s'est construit depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, on a travaillé le bois, on a utilisé le bois pour faire tout. Pour se chauffer, pour faire des outils, pour se défendre, pour faire des armes, pour faire des barricades, pour faire des constructions, des échafaudages, des toits, etc., des bateaux. Et les gens qui travaillent la charpente ont permis à tous les autres corps de métier de construire tout. Comme je viens de vous le dire, des défenses militaires comme des barrières, des palissades, des choses comme ça. Ça a permis de faire des maisons sur pilotis pour se protéger des animaux sauvages, etc., etc. Et donc, quand on a voulu, à partir du XIIIe, XIVe siècle, toutes ces époques-là, construire des grandes cathédrales, il a fallu faire des échafaudages gigantesques. Et les échafaudages gigantesques, on les a fait en bois. Et pour travailler le bois, faire des échafaudages qui supportent même que leur propre poids, il a fallu construire des systèmes qui permettent d'avoir des assemblages efficaces et qui puissent résister aux charges. Donc le métier de charpentier, c'est un métier très très noble. C'est une des raisons pourquoi je l'ai fait. Mais pas pour ça. C'est parce que, comme pour beaucoup de choses, j'y suis un peu né dedans. Je reviens à notre ami Joseph Chaillol, qui était quand même le cousin de mon père et qui m'a baigné de ça. Et donc je vais en 2 mots vous expliquer une petite partie de ces outils-là, puisqu'il en existe quand même à peu près 7 ou 8 fois plus que ça, mais ça c'est des outils essentiels. Donc pour faire de la charpente, on utilise du bois. Et les bois qui sont utilisés pour la charpente, chaque spécialité ou chaque région a un bois un petit peu différent. Dans nos régions à nous de montagne, le bois utilisé beaucoup, c'est le sapin, l'épicéa et le mélèze. C'est les bois avec lesquels on fait des charpentes. Le mélèze a une particularité, c'est que c'est un arbre qui est un bois imputrescible, c'est-à-dire qui ne pourrit pas, et qui pousse ici. Donc, qui est un arbre à feuilles caduques, c'est-à-dire qui perd ses épines en hiver, et qui est un bois qui a l'inconvénient qu'il travaille beaucoup, mais qui a une durée dans le temps incroyable. Donc avec le bois de mélèze, on fabrique des charpentes très solides qui résistent à des charges de neige énormes. Et surtout, on peut tailler des planches dans lesquelles on fait du bardeau, avec lequel on peut faire même la couverture. En plus, au niveau de la couleur, c'est un bois qui est très joli. Donc, les charpentiers, ils commencent par couper les arbres dans la forêt, dans les bois. Alors un arbre, ça ne se coupe pas n'importe quand, n'importe comment. On coupe le mélèze à la sève tombante. Les anciens regardaient ça avec précision et ils regardaient la lune, parce que la lune a une très très grande influence sur les végétaux. Et donc la lune, on sait très bien qu'elle provoque les marées, etc. Donc on sait depuis la nuit des temps qu'il est très important de regarder la période à laquelle on coupe un arbre. Le mélèze, pour prendre un exemple, ça se coupe entre le mois de novembre et le mois de mars, à la sève tombante. Et ce qui permet d'avoir une efficacité incroyable, et surtout c'est un bois dur, ça se coupe en lune vieille. Ça a une importance majeure, c'est-à-dire que si vous coupez un mélèze en lune jeune, à la sève montante, vous allez avoir un bois qui va arriver à pourrir et qui va être mangé par les mites. Donc ici, dans nos régions, on n'a pas beaucoup de problèmes avec ça à cause du froid de l'hiver qui tue les parasites. Mais il y a le Lirius, la Vrillette et le Capricorne qui sont les 3 parasites les plus importants qui mangent le bois. Et donc, il est très important, même capital, de couper le bois en lune vieille entre novembre et mars. Il existe des bâtiments qui ont 200, 300, 400 ans ou même plus d'âge. Et la charpente
est toujours nickel. Et tout simplement à cause de ça, parce que les anciens coupaient l'arbre d'une période définie. On coupe l'arbre en hiver et on le laisse sur place. On enlève les 3/4 des branches et on laisse la pointe. Le fait de laisser la pointe, l'arbre survit et la pointe continue à tirer la sève qu'il y a dans l'arbre, ce qui fait que la sève n'est plus dans le bois et ça lui permet un séchage rapide, etc. etc. Après, quand on a coupé l'arbre qu'on a abattu, au printemps quand il n'y a plus de neige, on va chercher les arbres, et les arbres, on les amène là où on veut les travailler. On les traîne avec des chevaux, on les traîne sur des traîneaux, sur des chariots, sur des charrettes. Et alors, on les amène sur un endroit très précis, là où on veut travailler, à côté de la maison à construire, ou à réparer, ou à restaurer. Et on travaille sur des chantiers. Alors tout simplement, le mot chantier vient des pièces de bois qu'on met au sol et sur lequel on pose les arbres qu'on doit travailler, la pièce de bois sur laquelle on doit travailler. Donc c'est une pièce qu'on met au sol, qui fait office de martyr en quelque sorte, et on travaille le bois dessus, ce qui fait qu'on n'est pas à même le sol, ça permet d'être un petit peu en hauteur, c'est moins pénible à travailler parce qu'on n'a pas le dos cassé dessus, et pour faire bouger les pièces, puisqu'une pièce de bois ça se travaille, alors au départ, on commence à faire ce qu'on appelle le dessin, on prend les mesures, on fait une épure au sol, c'est-à-dire qu'on trace grandeur nature avec un cordex, des lignes bleues, à l'époque c'était comme ça, on trace à même le sol la charpente grandeur nature, on met les pièces à plat dessus et on taille la charpente. Donc on taille une charpente, ici vous avez devant vous ce qu'on appelle une ferme. Une ferme, donc c'est ça. Ça c'est une ferme qui est d'un style un peu moderne, parce qu'avant, les fermes étaient construites un peu différemment. On n'avait pas cette pièce centrale qu'on appelle le poinçon. On avait simplement les deux arbalétriers qui sont ici, qui étaient emboîtés à mi-bois, comme ceci. Et ça avait un nom. On appelle ça une tenaille dans nos régions, parce que ça ressemble à une tenaille, tout simplement accroché par un boulon central. L'évolution a fait qu'on a modifié, on a fait ce principe qui est toujours d'actualité et qui restera certainement longtemps d'actualité, c'est cette pièce centrale qu'on appelle le poinçon. Le poinçon, donc, quand on a une pièce horizontale en bas, qu'on appelle l'entrée, on a les deux pièces qui définissent la pente du toit, qu'on appelle les arbalétriers. On a le poinçon, avec sa gargouille en dessus, qui est faite pour maintenir la panne fêtière. Ici, de chaque côté, on a les pannes qui sont sur les murs, qu'on appelle des pannes sablières. Et puis on a les pannes intermédiaires, ici au milieu, 1, 2, 3, 4 ou plus, suivant la grandeur du toit. Si le toit est, ça c'est un toit simple, si le toit est un peu plus compliqué, on peut faire des tas de modifications. On peut par exemple mettre, si le toit est très grand, des pièces en diagonale ici, qu'on appelle des contrefiches. On peut mettre, suivant la hauteur des murs, on peut supprimer cette pièce qui s'appelle l'entrée, en faisant sur ces parties-là des pièces qui descendent jusqu'à même le sol, qu'on appelle des jambes de force, qui sont maintenues au sol avec un fer plat, ou un tirant, quel que soit le tirant, on peut mettre un fer plat, on peut mettre un câble, on peut mettre un fer rond, ça se fait beaucoup maintenant, et qui a exactement le même effet. Le principe de la charpente, c'est la triangulation. C'est-à-dire que pour que ça ait un effet de solidité, un effet efficace au niveau des efforts, on fait des pièces qui ont la forme d'un triangle, exactement comme sont faites les pyramides qui les plus anciennes datent de 5000 ans. Hein. Donc on sait que c'est solide puisque le principe, la base est large, la pointe est fine, et donc ça a un équilibre et une puissance énorme. Alors après, la technique réside au niveau de l'assemblage, c'est-à-dire que les bois, on les travaille. Alors, les pièces de bois, l'arbre est cylindrique, donc il faut le rendre carré pour pouvoir avoir des faces d'équerre, pour pouvoir avoir des assemblages en volume. Donc ça c'est fait avec une scie à ruban,
c'est même raboté, mais à l'époque, rien de tout ça. Les pièces de bois étaient plutôt brutes, et elles étaient simplement équarries, avec ces immenses grandes haches, qui sont des haches à équarrir, qui sont des haches à équarrir, qui sont des haches spécifiques, qui servent à tailler les écoins sur les côtés, pour permettre de rendre les pièces carrées. Ici, on a une hache qui est très particulière, qui est une doloire. La doloire, c'est une hache qu'on utilise qu'à une seule main. Et si on la regarde de face, on se rend compte qu'elle a un méplat d'un côté, elle a une forme très précise, donc elle est faite pour un droitier. Et donc, quand on sait que ça fait 10 kg, et qu'on sait que les individus qui utilisaient ça des journées entières se servaient ça d'une main, ils mangeaient peut-être pas des trucs tonifiants, mais enfin ils avaient quelque chose dans les bras parce que c'est vraiment très très pénible. Il faut une certaine technique, une habileté et une force pour utiliser ces haches-là qui permettent d'équarrir. Après, quand on a ici un autre outil dont je n'ai pas parlé, un outil qui a été utilisé par plusieurs métiers. Vous le verrez, vous le verrez plus tard. Des tas d'outils sont les mêmes utilisés dans plusieurs métiers. Cet outil-là, c'est un décamètre en quelque sorte, un décamètre et qui a été utilisé aussi par les arpenteurs, c'est-à-dire qu'on mesure les terrains. Et donc, avec ces outils-là, on mesure les pièces de bois. Donc celui-là, je crois qu'il va jusqu'à 20 mètres d'ailleurs. Et il n'y a pas de graduation dessus, mais il y a un petit rivet tous les 10 cm qui permet de mesurer grossièrement les longueurs des pièces de bois. Et donc, avec ça, on mesure grossièrement, parce qu'il faut savoir que les charpentes avant, les charpentes traditionnelles de chez nous, la dimension était approximative, on n'était pas au millimètre tel qu'on est aujourd'hui. Après, on a les décamètres, c'est un petit peu plus récent, qui est fait en cuir cousu avec une matière qui n'est pas du plastique, mais qui est une matière qui est quand même une sacrée résistance. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme matière. Donc là, on a une mesure en précision. Si on veut pousser la mesure avec une grande précision, je vous ai amené deux choses. Le mètre en bois, donc le mètre en bois, qui est en élément de 20 cm, que tous les gens qui travaillent le bois ont eu. Et puis, je vous ai amené quelque chose qui est un peu plus moderne, c'est les premiers mètres en rouleur qui ont existé, tels qu'on les connaît, tout le monde a ça dans sa poche ou à la maison. Et bien ça, c'est le premier mètre en rouleur qui a existé. Donc c'est une espèce de boîte avec un feuillard gradué à l'intérieur, et qui date à peu près, ça a commencé dans les années 30 et ça s'est terminé dans les années 70, parce qu'après on a fait des mètres fermés en rouleur plus modernes. Ça c'est pour la mesure. Après, donc quand on taille le bois et qu'on veut faire des assemblages, l'outil du charpentier, il a sa hache, il a des scies. Et les scies, donc il existe plein de sortes de scies. On a la scie traditionnelle qui est la scie égoïne. La scie égoïne, c'est un outil qui sert à tout. Et surtout pour faire les coupes. Elle n'a pas de cadre, elle n'a pas de structure, il n'y a que la lame. Donc, la lame est en acier, bien entendu. Il existe des tas de dentures différentes. Et ce qui permet de transpercer une pièce de bois sans avoir l'encombrement d'un cadre ou de quelques enveloppes ou de quelque armature que ce soit. Donc la scie égoïne est un outil qui est encore à l'actuel utilisé, mais on utilise surtout en charpente ancienne ce type de scie. Donc il existe le passe-partout ou la loube qui est la même chose que ça, mais qui peut mesurer 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, même voire jusqu'à 3 mètres, avec une poignée comme ça au bout et qu'on utilise à deux. On l'utilise pour couper l'arbre, surtout, pour débiter en longueur. Et après, dès qu'on travaille la charpente, on utilise des scies égoïnes de plusieurs manières, mais surtout ce type-là. Alors ça a la particularité, c'est qu'on peut l'utiliser tout seul, mais on peut l'utiliser à deux. C'est-à-dire qu'on dévisse le manche on le décale vers le bout, et on peut l'utiliser comme un passe-partout à deux personnes. Donc j'en ai amené qu'un, mais il en existe 5 ou 6 modèles différents. Et alors elle a une particularité, elle a des dents énormes, c'est ce qu'on appelle la denture américaine. Et donc ça c'est une scie qui sert à faire le débit. Le débit c'est pas quelque chose de précision. Quand on veut faire de la précision, on utilise une scie égoïne qui a une dent fine. Après,
dès qu'on a débité nos pièces de bois, on commence les assemblages. Alors l'assemblage, la première des choses de l'assemblage, c'est le traçage. Le traçage se fait avec deux outils. On a la pointe à tracer et on a le crayon. Alors le crayon de charpentier, qui est le crayon de charpentier et de menuisier, qui est spécifique, qui est un très gros crayon rouge, qui existe comme ça depuis très très longtemps, et qui est un crayon avec une mine tendre, parce que c'est écrit sur le bois. Il existe le même type de crayon vert qui est fait pour écrire sur la pierre, qui est une mine dure. Donc on trace nos pièces de bois. Pour tracer nos pièces de bois, on utilise l'outil universel qu'on voit de partout. On utilise le compas. Alors le compas, j'aime beaucoup ces compas parce que c'est spécifique au charpentier. Alors ce compas, on l'utilise pour tout. Le compas, et dans tous les métiers, on utilise cet outil-là parce que c'est un des outils les plus anciens qui existent au monde. Depuis la nuit des temps, on connaît cet outil. Les premiers ont commencé avec une branche ou avec quelque chose comme ça. Il est très facile de faire des ronds sur du sable ou de faire avec n'importe quoi. Donc on s'est aperçu que cet outil-là, il permet de prendre des mesures, de rapporter des mesures sur une autre pièce en gardant la mesure. Il permet de tracer et il permet surtout de prendre des intervalles. C'est-à-dire qu'on peut prendre un intervalle ici, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc le compas est un outil qui est quand même utilisé tout le temps. Après, quand on fait des coupes, on utilise un autre outil qui s'appelle l'équerre. L'équerre, bien entendu. Donc ça, c'est une équerre à talons. Alors cette équerre, je vais vous en dire un petit mot. C'est une équerre qui a appartenu à un monsieur qui s'appelait Georges Espier, qui était menuisier dans l'entreprise où j'ai été, et qui est mort maintenant. S'il est au paradis et qu'il voit que je fais voir son équerre, il y a ses initiales dessus, Georges Espier, ça lui fera certainement plaisir que je le fais vivre. C'est lui qui les fabriqué, bien entendu, il est très joli, vous voyez. Et puis, quand on fait des coupes, on utilise cet outil-là, qui a un nom commun. Tout le monde connaît cet outil-là sous son nom commun. Tout le monde connaît cet outil-là sous le nom de la sauterelle. C'est pas vrai, c'est un nom un petit peu, comme on dirait, d'argot, parce que le vrai terme de cet outil-là, c'est le rapporteur d'angle. Donc on utilise cet outil, on met en applique sur une base et on récupère l'angle pour rapporter l'angle. Celui-là, il n'a pas de vis, on le tient avec les deux doigts et ça permet de faire des traçages. Après, quand on se met à tailler notre pièce de bois, on utilise des tarières pour faire des trous. On utilise ces outils-là. Bon, je vais commencer par le grand. Ces outils-là. Ça, c'est un outil qui a une belle histoire. Voilà. Ça s'appelle une bisaiguë. Alors la bisaiguë, c'est l'outil de base du charpentier au même titre que la hache. Sur ce côté, on a une partie pointue qui s'appelle le bédane. Et sur l'autre côté, on a une partie plus large qui est le ciseau à bois. Le ciseau à bois. Alors avec ces parties-là, avec cet outil-là, on taille les tenons et les mortaises de la charpente. Et les tenons et les mortaises de la charpente, j'espère que ça ne va pas tomber, cet outil-là, il est entier, il a un manche au milieu, mais il ne reçoit pas de manche de bois. Ça travaille de par la qualité de son affûtage et par son poids, avec lequel on fait des tenons et des mortaises. Tenon et la mortaise, c'est la partie femelle, le tenon c'est la partie mâle, c'est-à-dire l'assemblage universel des bois. Sur la charpente, les assemblages les plus souvent utilisés, c'est le tenon et la mortaise et la queue d'aronde. Ce sont les deux assemblages les plus utilisés. Il y en a un troisième qui est aussi très utilisé, c'est l'assemblage à mi-bois. C'est-à-dire qu'on taille la moitié d'une pièce de bois, la moitié, et ça garde la même épaisseur. Après, quand on utilise la partie du bédane pour faire les mortaises, et on affûte les tenons avec le ciseau à bois, qui est un très grand ciseau à bois large, et on ne tape pas dessus avec cet outil-là. Cet outil-là s'utilise à la main, et on ne tape pas dessus. Après, quand on a dégrossi les pièces avec ces outils-là, on utilise un outil plus petit, qui est la même chose, mais en plus petit, qui s'appelle la pontache.
La pontache, c'est la même chose, en plus petit. Alors, on se sert surtout de cet outil-là pour affiner les tenons. Et cet outil-là ici a un terme local, on appelle ça ici des bizingues. Et donc, celle-là, c'est la mienne, personnelle, à mon nom, que j'ai depuis que je suis charpentier, donc depuis 1979. Après, on a deux outils qui s'appellent des ébauchoirs. Les ébauchoirs, comme son nom l'indique, qui veut dire faire l'ébauche. L'ébauche, c'est dégrossir la pièce. On a ces outils. Alors ces outils-là, ils n'ont pas de manches en bois, et c'est des manches en fer, parce que le charpentier ne travaille pas avec un maillet comme le menuisier. Ça, c'est un outil de menuisier, c'est un maillet, et le charpentier n'utilise pas ça. Le charpentier, lui, il tape avec son marteau. Et avec son marteau, si on tape sur un ciseau à bois, on détruit très rapidement le manche. Donc, tous les charpentiers ont ce type de ciseaux qui s'appelle des ébauchoirs, et on tape sur la partie fer sur fer. Ça a un autre avantage, c'est-à-dire que le choc a une plus grande violence, et ça permet d'avoir une plus grande attaque sur le bois, et qui n'a pas du tout le même comportement que sur un ciseau à bois. Donc, comme vous l'avez compris, ça, c'est en plus petit comme la grande bisaiguë. On a le bédane et le ciseau à bois. Le bédane sert à faire des mortaises. Il a cette forme très particulière, ce qui permet, il est très épais, ce qui permet d'avoir un équilibre quand on creuse une mortaise. Ça ne part pas en live, ça permet d'avoir un équilibre à l'intérieur. Ces outils-là, on les affûte avec cette pierre, qui est une pierre à huile. On met un petit peu du pétrole ou de l'huile, et c'est des pierres très douces qui permettent de faire un affûtage très très fin, comme quelqu'un qui a l'habitude et qui a l'habileté est capable d'affûter un ciseau à bois comme un rasoir. Donc, on a l'affûtage, on a les ébauchoirs, on a des outils qui sont très très beaux, comme ça. Ça, c'est un outil de marquage aussi, qui s'appelle une rainette. C'est un outil qui a plusieurs fonctions. La première des fonctions, c'est-à-dire qu'on sert à marquer les pièces de bois. Quand on regarde une charpente ancienne, on peut voir des signes comme des deltas, on peut voir des signes comme des Y, ou des choses comme ça, ou des chiffres en lettres romaines, 1, 2, 3, 4, 5. Quand on fait un grand bâtiment, qu'il y a plusieurs fermes comme ça, tous les 3, 4 ou 5 mètres, suivant la dimension de la maison, les fermes sont répertoriées, sont repérées, on fait un repère, on fabrique sa ferme et on fait un repère. C'est-à-dire que quand on emmène toutes les pièces de bois, qu'on les monte, il faut qu'elles soient repérées droite-gauche, ou la ferme numéro 1, la ferme numéro 2, 3, etc. Donc on utilise cet outil-là, qui est une espèce de petite gouge avec lequel on fait des repères sur le bois. Et ici, dans la partie centrale, on utilise ces petites encoches qui permettent à avoyer les dents de scie, c'est-à-dire une scie. Elle a son âme au milieu et elle a une denture. Et la denture, il y a une dent à droite, une dent à gauche, une dent à droite, une dent à gauche. Ce qui permet que les dents aient une plus grande largeur que l'âme, sinon elles coinceraient quand on coupe. Alors, avec cette petite denture, on donne de la voix à la denture. Un coup à droite, un coup à gauche. Ça, il faut avoir une habilité, une connaissance. C'est-à-dire que si n'importe qui fait ça, il faut avoir la maîtrise et donner le coup de main avec une grande précision. Sinon, on fait n'importe quoi, la scie ne coupe plus. De même que l'affûtage qui se fait avec une espèce de ligne triangulaire qu'on appelle un tire-point, c'est pareil. Les outils de charpentier sont des outils qui doivent être très coupants. Et tous les gens qui ont fait ce travail ont une espèce de rigueur et un soin particulier de leurs outils. Parce que c'est un travail qui est pénible, et donc si vous avez un outil qui ne coupe rien, c'est encore plus pénible. Donc les gens étaient très soigneux, et ils avaient un grand respect de leurs outils, surtout de l'état dans lequel ils doivent être au niveau des parties tranchantes. Et de plus, vu qu'on est des régions pauvres, les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc quelqu'un qui avait un outil, qui s'achetait un outil, je vais vous dire qu'il le soignait et qu'il en prenait soin, tout simplement par question d'économie. Après, je vais vous faire voir quelque chose de très très beau. Ici, on a un boulon en bois, qui est fabriqué en bois. Ce boulon, je l'ai démonté dans une charpente il y a une trentaine d'années.
quelqu'un qui avait un ouvrier soigneux qui avait eu l'idée de fabriquer des boulons en bois. Donc on fabrique des boulons en bois avec ces machines, avec des tarots et des filières. Ici on a une des filières, vous verrez par la suite que j'en ai tout un jeu. Des filières et des tarots avec lesquels on fait des boulons en bois. Et donc les gens s'amusaient aussi par économie ou par... Ils achetaient des filières comme ceci pour faire des boulons en bois qui remplaçaient les boulons en fer. Ça n'a pas la même efficacité, enfin ça s'est fait. Donc ça, on fabrique ce genre de pièces dans des bois durs. Ça se fabrique en chêne, en hêtre ou en frêne, parce qu'ils sont des bois durs qui permettent de pouvoir tailler un pas de vis dedans. On ne pourrait pas faire ça ni en mélèze, ni en bois blanc, en sapin, on ne pourrait pas le faire. Donc c'est tout des bois durs. Voilà une filière de marque Goldenberg et Peugeot, puisque les deux marques l'ont fait, qui sont des marques célèbres d'outillage, qui ont fait de très très beaux outils, qui ont fait d'ailleurs les plus beaux. Et vous verrez par la suite, pareil, que j'en ai tout un jeu. La charpente, quand on l'assemble, on assemble avec des clous. Et ces clous-là, c'est pareil, donc j'en ai amené que quelques exemplaires. C'est des clous que j'ai démontés à des charpentes anciennes qu'on a démontées, qu'on a réparé des toits. C'est des clous en acier forgé. Les forgerons du coin fabriquaient ces clous dans des barres d'acier doux. Et ils fabriquaient des clous à la main, à la forge. Et on trouve les charpentes avec ça, donc on trouve ça dans toutes les dimensions. J'ai oublié quelque chose qui a une importance capitale. Quand on trace une charpente, qu'on fait ce que je vous disais au début, l'épure, on utilise cet outil-là. Cet outil-là, c'est un outil très beau et très rare, c'est un plomb d'axe de charpentier. Le plomb d'axe de charpentier, c'est un plomb qui s'utilise spécifiquement au moment de la taille. Il faut savoir qu'une pièce de bois qui est à peine équarrie et qui est par terre au sol, elle n'a pas un angle vif comme on a ici, donc on ne peut pas utiliser une équerre. On utilise le traçage au sol pour tailler les pièces de bois. Et il est particulier, c'est qu'il a trois petits fils au milieu et il est troué. Ce qui permet, on vise à travers le plomb et on voit le traçage au sol, ce qui permet de faire les repères sur la pièce de bois. C'est un plomb d'axe de charpentier spécifique. Après, on a ce type de plomb, qui est un plomb en bronze très beau, qui est un plomb qu'on pend à la ferme une fois qu'on l'a mise debout. Quand on a mis la ferme debout, on plante ce plomb qui permet de savoir l'équilibre de la charpente. Après, on a d'autres types de plombs qui, eux, sont un peu différents. Donc ça, c'est un petit, mais ça existe sous des tas de formes, qui est un fil à plomb avec cette partie carrée au milieu, qu'on appelle le chat. Et cette partie carrée au milieu permet de s'appuyer contre une pièce de bois, et la dimension du chat est la même que l'épaisseur du fil à plomb, ce qui fait qu'on peut se mettre contre un mur, contre une pièce de bois pour savoir la verticalité. Après, qu'est-ce que j'ai oublié? On a des tas d'outils, qui étendent le travail du charpentier. On a le vilebrequin qui sert à faire des trous, au même titre que les tarières. Les tarières, elles ont la particularité, la différence avec le vilebrequin, c'est que le vilebrequin c'est une manivelle tout simplement, et la tarière, donc on les trouve toutes petites et jusqu'à des très 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 grands modèles. Ce modèle très très grand, il était utilisé pour faire les triomphants des fontaines. C'est-à-dire que chez nous, on creusait un mélèze, et on faisait passer l'eau à travers, on mettait un petit tuyau, ça s'appelle le triomphant de la fontaine, et on creusait l'arbre de part en part avec ces grandes tarières pour faire le triomphant des fontaines. Mais les charpentiers utilisaient beaucoup ce type de tarière pour percer les pièces épaisses de bois et pour mettre les boulons pour assembler les charpentes. Après, on a différents outils qui ont plus rapport à la couverture. Donc là, il y a la charpente, c'est-à-dire le travail du bois, de la structure, et après on fait la couverture. La couverture, ici on utilise le chaume, donc la paille, on utilise les ardoises en pierre, et on utilise l'ardoise bleue, l'ardoise d'Angers, on utilise l'ardoise de Savoie, et plus récemment on a utilisé la tôle ondulée,
Et surtout, on utilise le bardon. Ça, c'est plutôt dans la région du Queyras, où on a fait des toits avec des planches de mélèze mises les unes sur les autres qui permettent de faire le même principe que les tuiles. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bois est imputrescible, ça ne pourrit pas. Ici, on a des outils d'ardoisier, c'est-à-dire que pour tailler l'ardoise, donc je parle de l'ardoise de Savoie ou l'ardoise d'Angers, qui est une ardoise qui est fine, on utilise le couvreur taille ses ardoises, il plante ça, donc l'enclumettes dans un chevron, et puis quand il l'a planté dans un chevron, avec cet outil-là, qui a plusieurs fonctions, il taille son ardoise. Donc on a une partie coupante ici, on a une partie pointue ici avec laquelle il fait des trous pour planter des clous, on a ici un arrache-clous et ici un marteau. Donc il taille ses ardoises, surtout à une époque où on a construit des maisons qui avaient plusieurs pentes, donc on a fait des arrêtiers, et sur les arrêtiers on est obligé de tailler l'ardoise. Et pour que ce soit joli, on taille ça d'une manière très précise et rigoureuse. On utilise le couteau d'ardoisier. Ici on a deux outils qui ont l'air un petit peu barbares. Ça c'est des tire-clous. Le tire-clou, c'est un outil qui sert à faire démonter, puisque les ardoises sont clouées. Quand on veut démonter les ardoises, on passe la palette entre les ardoises, on tape ici avec le marteau et ça cisaille les clous. Tire-clou. De même que si on veut remettre une ardoise, pour éviter qu'elle bute contre les litaux quand on la remet, on met le tire-clou et on glisse l'ardoise dessus pour la remettre en position. Ici, on a un autre outil qui est une tenaille très particulière avec deux couteaux amovibles qui était faite pour grignoter les tuiles. C'est-à-dire qu'on a le même principe, on a des toits à plusieurs pentes, et pour faire des coupes dans les tuiles, il n'y avait pas d'appareil, ni de disqueuse, ni tous ces outils-là, donc on utilise cet outil-là avec lequel on grignote les tuiles. Les tuiles étaient très souvent en terre cuite d'ailleurs, et on utilise cet outil-là. Après, j'ai oublié deux autres outils. Ici, on a eu la particularité de travailler le chaume, donc la paille de seigle. La paille de seigle, le seigle, c'est une plante qui a été très utilisée longtemps chez nous, très peu maintenant, parce qu'on a utilisé d'autres céréales, mais le seigle a la particularité, c'est un peu comme le mélèze, c'est une céréale qui est adaptée à notre région, tout simplement parce qu'elle n'a pas besoin d'une grande richesse de sol pour vivre. C'est un grain qui a beaucoup de qualité et ça fait une paille très longue. Alors cette paille très longue est utilisée pour beaucoup de choses, donc surtout pour faire les toits. Alors pour faire les toits, on coupe la paille de seigle, on fait des gerbes. Les anciens ne batteusaient pas, ils battaient l'épi mais gardaient l'épi. Et quand on fait des toits de chaume, on refait des gerbes, on fait le toit de chaume, l'épi sert à la tenue. Donc on couvre le toit en paille, on voit encore ça dans les régions comme en Normandie, des endroits comme ça, on voit encore ça. Dans la vallée où je suis né, le seul bâtiment qui reste comme ça, c'est Mère Église, qui est un bâtiment, qui est une église qui a 1000 ans d'âge, et il y a encore du chaume sur le toit. Alors, pour travailler le chaume, on utilise cet outil-là. Sur le chaume, on ne peut pas s'accrocher. Donc, on met ce petit crochet sur les lattes, on fait tendre la corde, la planche appuie à plat sur la corde, et le couvreur met son pied là-dessus pour pouvoir travailler sur le toit. Et il a cet autre outil qui s'appelle la palette ou la parette, suivant les endroits. Et cet outil-là, il a des petits trous qui ont été faits avec un bédane, mais petits, avec lequel on tape l'arrière de la gerbe pour égaliser la paille, pour que ce soit de manière posée, de manière harmonieuse. Donc voilà une parette et un crampon de cluaire, parce que le cluaire c'est un nom local qui vient du mot clui. Le clui, c'est les grandes gerbes de seigle. Après, je vais revenir à cet objet-là, par exemple, que je ne vous ai pas parlé, ces deux objets-là. Ça, c'est un outil qu'on utilise au départ. J'ai oublié. C'est un couteau à écorcer. Ici, ça a un nom local, on appelle ça une plumelle. Ça sert à enlever l'écorce des arbres. Et ce petit crochet qu'il y a sur le côté,
Donc on l'utilise, vous comprenez comment, on l'utilise en poussant comme ça ou comme ça, suivant le cas, on enlève l'écorce. Et ce petit crochet, on le plante dans l'arbre pour le faire tourner sur lui-même. Alors, ça c'est pareil, la marque c'est Ughetti. Ughetti, c'était une société qui était à Aix-en-Provence. Et c'était les forges Ughetti qui fabriquaient des outils à main, des outils pour l'agriculture, des pelles, des pioches, des couteaux, des haches, tout ce genre d'outils-là, qui est une boîte qui a fermé il y a quelques années et qui fabriquait des outils d'excellente qualité. On a ici un autre outil qui a une importance capitale et qui a été utilisé dans plusieurs métiers. Cet outil-là s'appelle une corne de cerf, tout simplement parce que ça ressemble à une corne de cerf. Et on utilise cet outil-là pour relever les charpentes. Tout tombe. On pousse, quand on veut relever les charpentes, on se met à 2, 3, 10 bonhommes et on relève la ferme et on pousse quand on n'arrive plus avec les mains, avec ces cornes de cerf, et les pointes permettent que ça ne glisse pas sur le bois. Et cet outil-là a été utilisé encore il n'y a pas très longtemps par les gens qui font la ligne, c'est-à-dire les gens qui relèvent les poteaux EDF ou PTT pour faire les transmissions électriques ou téléphoniques, et ils avaient exactement le même outil, la corne de cerf. Est-ce que je vous ai oublié quelque chose? Je vous ai oublié un très bel outil que je tiens beaucoup. C'est cet outil-là. Alors regardez ça attentivement parce que c'est un objet d'une beauté incroyable. C'est un niveau. C'est un niveau avec ses bulles. Donc le niveau, il est armoyé avec les parties au bout qui sont en laiton, qui permettent de protéger le bois pour pas qu'il soit abîmé. Donc un niveau à bulles, ça a le même fonctionnement qu'un fil à plomb, ça sert à avoir le niveau, donc il y a un petit repère de chaque côté et on fait circuler la bulle jusqu'à ce qu'on soit de niveau. Et verticalement, pareil, on a une bulle verticale qui permet de faire exactement la même chose. Alors celui-là, il est vraiment exceptionnellement beau, la personne qui me l'a donné, qui me l'a offert, est décédée depuis, et vous allez me dire comment c'est possible qu'on trouve un tel objet qui a servi sur des chantiers en aussi bel état. Eh bien tout simplement, toujours pareil, parce que les gens n'avaient rien, ils étaient pauvres, et quand ils avaient un bel outil comme ça, ils en prenaient un grand soin, et c'est pour ça qu'on trouve encore ce genre d'outils en très très bon état. Voilà, j'espère que j'ai fait à peu près le tour des outils de charpentier, il y en a plein d'autres, mais là on a à peu près l'essentiel de l'outil. Deux choses encore que je n'ai pas dit au début, je vais y revenir un petit peu dessus. On a, avant de couper les arbres, on ne coupe pas n'importe quoi, on ne coupe pas n'importe quel arbre, et on ne le coupe pas à n'importe quelle époque, à n'importe comment. Il y a tout un processus. C'est-à-dire que avant, les gens étaient très peu propriétaires des forêts. Et il y avait déjà le service des forêts qui avait réglementé la forêt. C'est pour ça qu'en France, on a quand même la chance d'avoir une forêt qui est quand même considérée comme une forêt des mieux entretenues au monde. Et bien que, comme beaucoup de choses, ça se dégrade, mais enfin c'est comme ça, parce que depuis longtemps on a structuré, il y a eu des gens des eaux et forêts qui repéraient tels arbres, telles ventes, et donc le garde forestier a ce type de petite hache, avec lequel il repère les arbres. Donc il a la connaissance visuelle de l'arbre. On sait quand un arbre il est trop petit ou qu'il est trop grand ou que c'est un chablis, c'est-à-dire un chablis, c'est un arbre qui est sec debout. Donc on coupe tel ou tel arbre, une forêt elle est grande ou touffue ou pauvre ou maigre ou accidentée, par exemple dans les couloirs d'avalanche où on trouve des arbres qui ont été arrachés par la neige. Alors le garde forestier il entaille un peu l'écorce et ici sur l'arrière il y a une initiale. Quand il a taillé l'écorce, il frappe l'arbre et il marque l'initiale. Donc on sait que cet arbre-là peut être coupé. Donc j'ai plusieurs de ces haches, des haches de forestier, avec des initiales, des gens, dont celle de mon grand-père d'ailleurs, Louis Beaume. Après, industriellement, on a fabriqué ce type d'outil qui nous vient d'Allemagne, qui est un outil allemand. Et ça, c'est un outil qui est plus ou moins industriel, c'est-à-dire avec lequel on peut marquer des arbres en série, c'est-à-dire dans une série ou n'importe quoi. Alors là, on n'enlève pas l'écorce, mais on peut taper par le bout sur l'arbre pour faire un repère.
Et donc là, on peut avoir jusqu'à 4 chiffres. Et l'individu qui l'utilise pour avoir un rendement et pour aller plus rapidement, ils ont inventé cet appareil qui a un mécanisme qui permet de changer. Donc les dizaines on change la pièce manuellement avec une vis, mais pour les centaines, pardon, et les milliers, mais les dizaines, eux, se changent de manière automatique. On a un système de balancier qui permet de manière rapide de marquer les arbres. Donc toujours pareil, on assène un coup sur l'arbre et ça fait une empreinte qui permet de marquer l'arbre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce métier-là, il a quelque chose, une connotation très particulière. C'est un métier qui a inspiré depuis la nuit des temps un grand respect, tout simplement parce que c'est un métier qui a une certaine noblesse, une élégance. C'est la partie la plus haute des bâtiments, c'est la partie qui couvre, c'est la partie qui abrite. Et comme les gens qui ont fait ce métier-là, ils ont une espèce de fierté qui a été beaucoup transmise par le système du compagnonnage. Le compagnonnage, et je suis vraiment très heureux et fier d'avoir fait ce métier, qui est un métier passionnant, qui m'a permis de faire de belles réalisations, de belles choses, et qui m'a donné de bons souvenirs. C'est un métier où on souffre parce qu'on est directement confronté au temps. S'il fait très chaud, on souffre de la chaleur. Si c'est des périodes de pluie, eh bien, on souffre de la pluie. C'est un métier dur, mais qui reste quand même un métier très très noble. Alors là, en 2 mots, je vous ai fait voir à peu près l'essentiel de ces outils-là. Il en existe des tas d'autres, mais pour pas que ça soit pénible à regarder, je pense qu'on va s'arrêter là et après on va passer au métier suivant. Voilà, donc ici, nous sommes en présence d'une collection, comme les autres, un petit peu diminuée, qui représente l'outillage spécifique à la tonnellerie. Donc, le tonneau, on commence par ici, le tonneau. Le tonneau, c'est ce récipient qui a été inventé par les Gaulois. Il a été inventé par les Gaulois il y a environ 2000 ans. Et c'est quelque chose qui a vécu à travers les âges et qui a perduré. Et qui a été quelque chose qui a été mis en valeur et qui a existé surtout grâce à la marine. Parce que le tonneau, il est d'une construction très solide, avec des matériaux qui résistent dans le temps, puisque le bois utilisé pour faire des tonneaux, c'est du chêne ou du châtaignier, qui sont des bois qui sont imputrescibles, donc qui ne pourrissent pas. Et ces tonneaux ont été utilisés depuis très longtemps par la marine, tout simplement parce qu'on transporte tout dedans. Que ce soit liquide ou solide, on peut transporter des graines, on peut transporter du liquide, et on peut transporter des tas de choses. Ça a un intérêt, c'est-à-dire qu'on peut en faire de toutes les dimensions, et surtout pour le transporter, on peut avoir un tonneau qui fait 400 litres, et une seule personne peut le manœuvrer, puisque tout simplement il fait rouler. Donc c'est quelque chose qui est quand même intéressant et qui se perd un petit peu, puisque maintenant on a des récipients métalliques en inox ou en plastique, mais qui quand même a une histoire très très intéressante. Alors je vais vous expliquer en 2 mots, avec un petit peu, pas tous les outils comme pour les autres métiers, parce que c'est difficile de tout exposer, mais comment on construit un tonneau, et avec les outils avec lesquels on utilise pour faire ces tonneaux. Au départ, on a des bois de chêne ou de châtaignier. Alors l'étape numéro 1, quand on a notre bois, on met nos bois verticaux, comme on mettrait une bouteille de boue, et on éclate le bois. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas le bois, on éclate le bois. C'est-à-dire qu'on le partage en fines lattes qui ne sont jamais sciées, mais éclatées tout simplement pour garder le fil du bois.
qu'il soit cassant, c'est-à-dire que quand on le cintre, il casserait. Donc on a ce type d'outil, par exemple, qui est un fendoir et qui est fait pour éclater les douves et les doigts de tonneau. Donc celui-ci a un tranchant, on frappe dessus avec une maillotche qui est une énorme masse en bois. Et avec ce manche long et qui est perpendiculaire au tranchant, on casse le bois, tout simplement. Donc ça c'est un outil de départ pour éclater les douves de tonneau. De même que cette hache, qui est une hache particulière, qui est une aveyronnaise, puisqu'elle vient de la région de l'Aveyron, qui est une aveyronnaise. Alors elle a une particularité, c'est que elle a une partie très désaxée vers l'avant. C'est-à-dire que cette hache, si vous l'utilisiez par exemple pour casser du bois ou pour couper des branches, eh bien elle aurait un très très mauvais comportement, tout simplement de par sa forme. C'est-à-dire qu'elle vous filerait une telle vibration dans les mains que vous pourrez difficilement l'utiliser. C'est une hache qui a cette forme spécifique, un peu pour éclater les douves de tonneau. Une fois qu'on a nos pièces de bois qui sont éclatées, brutes, il faut les calibrer. Il faut les calibrer. Alors pour calibrer les douves de tonneau, on utilise cet outil-là. Alors cet outil-là, c'est un rabot. C'est exactement le même outil que ce riflard, qui est un rabot, pour raboter le bois, pour le dégauchir. C'est exactement le même outil. La seule différence, c'est qu'au lieu de prendre le rabot et raboter le bois, cet outil-là, il fonctionne à l'envers. Il est à l'envers dans ce sens-là. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'outil sur le bois, mais dans ce cas très précis, on utilise le bois sur l'outil. Donc c'est la même chose en grand. Cet outil-là s'appelle une colombe. Une colombe qui est un très très bel outil, et j'ai mis très longtemps pour en trouver une. Et là, la particularité, c'est que les pieds sont en mélèze, et le corps est fait en poirier, qui est un fruitier. Et ce poirier a le même comportement que le noyer, par exemple. C'est un bois qui est pas très nerveux et qui a un très très bel aspect, et qui est un bois un peu, comment on pourrait dire ça, qui est un bois qui a une certaine dureté et qui résiste quand même à l'usure. Voilà. Donc ici, dans la partie centrale, on a un couteau avec une cale, exactement comme un rabot. Et ici, on a un grand couteau. Et ce grand couteau, on l'affûte, bien sûr, il faut que ça coupe comme un rasoir. Et on prend nos douves de tonneau, les douves ou les douelles, les deux termes se disent. Voilà une douve de tonneau, donc c'est-à-dire une des planchettes qui construit le tonneau, qui est déjà mise en forme. Donc une douve, elle est cintrée, mais à l'origine elle n'est pas cintrée, elle est droite. Donc au départ on la rabote, c'est-à-dire qu'on utilise notre colombe comme ça. Voilà, je l'usine un peu, je fais des petits copeaux. Voilà, elle est par terre bien évidemment. Et l'ouvrier qui utilise cette colombe par terre. Là je la mets pour vous faire voir, mais ce qui fait que ça permet de travailler à une hauteur correcte pour éviter de se casser le dos, parce que c'est vraiment quelque chose de très pénible. Et il faut savoir qu'on ne fabrique pas un tonneau comme ça. Le tonneau, c'est un objet sans la précision d'une pendule et d'une horloge. Parce qu'un tonneau qui est mal fait, il fuit si on met du liquide dedans. Mais pour qu'un tonneau ne fuit pas, ça demande une rigueur et une précision au niveau des dimensions, du calibrage et de la finition. Donc si on regarde attentivement une douve de tonneau, il n'y a pas de partie droite, tout a un angle défini. Donc comme il est circulaire, nous avons un angle sur les côtés. Le cintre, il se fait après au moment du montage. Et puis la dimension centrale est plus importante que la dimension des extrémités, tout simplement, puisqu'il a une forme un petit peu ovoïde. Alors l'individu qui travaille le tonneau,
il a forcément, il travaille tout à l'œil, ça se fait tout à l'œil, c'est la technique de la main, de l'œil, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de calculette, il n'y a rien. Ils ont des gabarits qui sont construits depuis longtemps, et avec ce gabarit, donc, il taille sa planche, sa douve, et il a son petit gabarit, ces petits gabarits qui lui permettent de savoir en une fraction de seconde si la cote ou la dimension est correcte. Donc quand il a fait ses douves, qu'il les a dégrossies, qu'il les a dégauchies et qu'il les a calibrées, il en fait des piles, il les stocke. Dès qu'il a ses piles de douves, il abandonne cette partie-là et il construit une autre partie qui sont les fonds. Alors le fond du tonneau, voilà un fond de tonneau qui est fini, bien évidemment. Le fond du tonneau, donc c'est des planches rajoutées les unes aux autres et qui n'ont pas de bouvetage et ils ne sont pas collés. Ici c'est une seule planche, mais très souvent c'est fait avec 2, 3 ou 4 planches. Donc ce qui fait que là on a une partie plate, on assemble les 2 ou 3 planches et à l'aide de ce type de compas, qui sont vraiment des objets extrêmement beaux, j'en ai qu'un malheureusement, mais il en existe au moins 3 modèles différents. Ça c'est le petit, et il existe un moyen et un grand, qui est un compas à pointe sèche, qui n'a pas de crayon, et qui lui a la particularité d'avoir le col de cygne du compas, qui est taillé dans une seule pièce de bois, celui-là est noyé, et très souvent, ce type de compas est fait comme les douves de tonneau en châtaignier. Et ici, on a une vis centrale. De ce côté, on a un pas à droite et de ce côté, on a un pas à gauche. Ce qui fait que le fait de visser ou de dévisser, eh bien, on augmente ou on ferme l'angle du compas. Et qui sont de très 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 beaux objets. Alors, on fait le traçage de notre fond. Quand on a fait le traçage de notre fond, on utilise tout simplement une scie à cadre comme ceci, et on l'utilise verticalement. Alors cette scie à cadre, elle a la particularité, ça s'appelle une scie à chantourner. C'est une scie à chantourner parce que, avec cette denture fine et ce système de pivot qui permet de l'utiliser de manière perpendiculaire à la pièce de bois, on l'utilise de manière verticale, vous aurez compris, de manière verticale, et avec ce système, on peut découper notre fond. Quand on a découpé notre fond de tonneau, donc il est découpé brut, bien entendu, il faut le calibrer, bien entendu. Alors pour le calibrer, on a d'autres outils. Ah, j'arrête. On enlève la colombe. Clignote, lui. Voilà. Donc une fois qu'on a fait notre découpe de notre fond, on le calibre correctement, on l'affine avec une petite hache qui est une noire, par exemple, et puis notre fond est fait. Donc après, il vient l'étape suivante qui est l'étape du montage. Alors pour faire le montage et pour faire tenir un tonneau, on utilise des feuillards, plus ou moins épais, plus ou moins grands, et plus ou moins épais. Donc le feuillard, on a des rouleaux de feuillard, et ce feuillard, on lui donne une dimension spécifique et très précise. Pour le feuillard, donc c'est comme un grand fer plat, et donc on coupe des longueurs, et on coupe des longueurs avec ces grandes cisailles, qui permettent de couper le cerclage à la bonne dimension. Donc quand on a coupé notre feuillard à la bonne dimension, il nous faut l'assembler, c'est-à-dire faire des anneaux. Alors pour faire des anneaux, on a ce type d'enclume qu'on appelle une bigorne, et sur notre bigorne, on fait nos cerclages de tonneaux et on met des rivets, on fait des trous, on met des rivets et on rivette le cerclage. Je ne sais pas si j'ai un raccord ici, on en a un ici, tiens, par exemple, et on a 2 rivets qui font le cerclage du tonneau à une dimension bien définie
qui est établie depuis longtemps, puisque chaque tonneau a un nom et une certaine quantité, un certain litrage, et chaque tonneau a un nom. Et donc, quand on a fait notre cerclage, on passe au montage. Donc le montage, c'est un art de faire ça. Hein. C'est-à-dire que si demain je vais me mettre à faire des tonneaux, ils seront certainement pas très étanches. Donc les spécialistes qui ont fait ça pendant des décennies, ils n'ont pas réussi ça du premier coup. Ils ont fait ça a une certaine évolution, puisque le cerclage métallique existe aussi en bois. Et donc certainement, même vraisemblablement, ils ont commencé à être en bois. Et comment faire pour faire un tressage en bois et pour que ça soit solide. Donc je peux vous dire que c'est quelque chose qui est quand même très technique et très fin comme travail. Quand on a mis le nombre de douves, on prend un cerclage, le premier cercle ici, et on met nos douves debout comme ça. Le premier cercle, on le met comme ça. On met une pince ou en bois, ou métallique, ou à vis, sur la première douve. Et on bâtit notre tonneau, comme ça, debout, par terre. Quand on a fait le tour, on met le premier cercle, comme ça, sans forcer, tout simplement. Et on le met en position jusqu'à ce que tous les cerceaux, toutes les douves soient mises en position. Donc la douve, elle est droite initialement. Comment est-ce qu'on fait pour la cintrer? Parce qu'on a mis le premier cercle, ça se tient, mais toute la partie basse est en forme d'éventail. Donc quand on a fait cette partie-là, on utilise cet outil-là. Alors cet outil-là, ça s'appelle une bâtissoire. Alors la bâtissoire, c'est un outil très ingénieux. Ici, on a un cadre, une vis centrale avec une pièce qui coulisse et un cordage. Alors le cordage, on met 2 tours de corde autour de notre tonneau qui est posé en éventail par terre. On fait 2 tours de corde, on le met en tension et on visse la bâtissoire, et la bâtissoire permet, essayez qu'elle ne tombe pas, la bâtissoire permet de fermer le bas du tonneau qui referme le tonneau et qui lui permet de pouvoir mettre le cerceau d'en face. Et c'est à ce moment-là que la douve se cintre. Alors pour faire ce cintrage, ça demande une résistance énorme. Eh bien c'est très simple, c'est un procédé qui existe depuis la nuit des temps. On mouille la partie extérieure et à l'intérieur on fait brûler les copeaux. La chaleur qui se fait à l'intérieur et l'humidité qui se fait à l'extérieur permet de rentrer les tonneaux. Dès qu'on a fermé notre bas, puisque le haut tient tout seul, on retourne tout l'ensemble et là on enfile nos cerceaux. On met 1, 2, 3 ou 4 cerceaux suivant la dimension. Alors les cerceaux, je vais enlever ça. Les cerceaux, je crois que ça tombe. Les cerceaux, quand on a construit notre tonneau, on met notre tonneau debout, ici avec sa bâtissoire, on a fermé. La bâtissoire nous a permis de ramener les douves au milieu, on met nos cerceaux. Et les cerceaux, il faut les mettre en pression, parce que s'ils sont mis là, ça c'est pas étanche. Alors, pour mettre nos cerceaux en pression, on a ce type d'outil. Ceux-là, dans ce cas-là, ils sont métalliques, mais ça existe en bois. Et qui s'appelle un chasse. Et avec lequel on rentre le cerceau. On tape très fort, en fait, pour mettre les cerceaux dedans. Et alors, quand on met le cerclage, au moment où on met le cerclage, les douves, elles sont plus ou moins bien mises en position. Des fois, elles ne sont pas bien mises du tout, pas bien ajustées. On utilise ce type d'outil qui s'appelle un chien de tonnelier. Alors le chien de tonnelier, c'est un outil qui permet de faire bras de levier comme ça et qui permet de corriger, d'assembler et d'ajuster le montage. Le chien de tonnelier. Alors ça, celui-là, il est très beau. Il vient du même endroit que ce tonneau, parce que ce tonneau, il est très particulier.
C'est un tonneau qui vient de la région de Savoie, de la région d'Apremont, où on fait du très bon vin blanc. Et il est particulier parce que on accrochait ça sur les charrettes et il n'a pas de robinet, il n'a rien du tout. On s'en servait pour boire un petit coup quand on travaillait dans les vignes. Voilà, donc ici, on a monté notre tonneau avec son cerclage. Seulement, on n'a pas le fond. Donc on monte notre tonneau, et là il vient une étape, l'étape suivante, qui est une étape très très intéressante, avec de très très beaux outils. Je vais vous faire voir. Voilà. Donc, notre tonneau est monté, mais il est complètement creux, parce qu'il n'a pas le fond. Alors comme il n'a pas le fond, on est obligé de faire plusieurs opérations intermédiaires qui permettent de maintenir le fond. Alors pour maintenir le fond en place, on est obligé de faire une rainure à l'intérieur. Une rainure à l'intérieur, alors la rainure à l'intérieur se fait avec cet outil superbe qu'on appelle le jabloir. Alors le jabloir, c'est un outil qui est très très beau, avec une très très grande élégance. C'est un cousin éloigné d'un autre outil de menuiserie qui s'appelle le trusquin, puisque ça fonctionne avec exactement le même principe. On a une base large avec un support, on a un coulisseau, et ici, sur la partie inférieure, on a des couteaux. On a des couteaux, on a des couteaux. Alors, bien évidemment, on dévisse la vis ici, on règle plus ou moins la profondeur, ce qui nous permet d'utiliser cet outil de cette manière. On le pose à plat dessus le tonneau et on travaille, donc le tonneau est fermé, on travaille dans ce sens-là. Les couteaux forment une rainure à l'intérieur et on voit ici qu'il y a une plaque métallique qui permet d'éviter l'usure sur l'outil. Donc avec cet outil-là, on fait une rainure au fond, sur le fond, qui fait environ 1 cm de profondeur, et cette rainure permet de recevoir le fond. La plate-bande qui est ici sur le tonneau, elle est faite avec une herminette ou une petite hache, une petite doloire, qui permet de faire une partie plus ou moins conique. Après, on utilise un autre outil qui, lui, est un peu plus raffiné, qui s'appelle le Stockholm. Alors, je vous fais voir cet objet parce que c'est vraiment un objet qui est extraordinairement beau. Il sert à la même chose, mais il est de manière plus raffinée. Il fait une finition, celui-là. Celui-là, il a plusieurs couteaux. Donc, il a un couteau central et il a des couteaux latéraux qui permettent de couper le bois puisqu'on travaille par travers du bois. Et ça permet d'éviter l'éclatement du bois puisqu'on travaille par travers, on n'est pas dans le fil du bois. Et donc cet outil-là, c'est un outil très raffiné, très très beau. Alors il a la particularité, c'est qu'on règle la profondeur avec des vis en bois. Et donc je pense que les personnes qui ont acheté ce type d'outil-là, pour qu'il m'arrive à moi 100 ans après leur fabrication dans cet état-là, avec une usure certaine, puisqu'on voit les traces de l'usure de l'utilisation, on sait très très bien que les gens qui avaient ça les ont peaufinés, les ont gardés, conservés, et ils en prenaient soin comme de leurs yeux, parce que tout simplement, c'était certainement des outils très très chers, même déjà pour leur époque. Quand on a fait la rainure du fond, qu'on a fait la plate-bande avec l'affinage du fond, on passe à une autre étape. L'autre étape, toujours le tonneau fermé sans le fond. On fait le chanfrein supérieur, on calibre les douves pour qu'elles soient toutes pile poil à la même hauteur et avec ce petit chanfrein. Alors, on fait ça avec cet outil-là, qui est une herminette à gouge de tonnelier avec un certain cintre. Donc on incline le tonneau et avec l'habilité du gars qui l'utilise, on fait ce chanfrein. Donc on peut le faire à la main avec cet outil-là, ou alors on peut le faire plus industriellement avec cet outil-là, qui lui, c'est pareil, c'est un
c'est un jabloir qui fait un petit peu, qui est monté comme un chanfrein. Donc c'est-à-dire qu'il travaille avec exactement le même principe que les deux précédents, mais lui, il a la partie cintrée, ce qui fait que ça fait le chanfrein. Et on l'utilise à plat comme ceci, exactement comme les deux autres. Et celui-là, il donne le chanfrein sur le tonneau. Dès qu'on a procédé à ces étapes, qu'on a construit notre tonneau, on retourne enlever le premier cercle. On enlève le premier cercle, et là, on met en place le fond. Et on remet le cercle, et on sertit le fond. Voilà. Après, on passe à des étapes de finition. Des étapes de finition. C'est-à-dire que brut, le tonneau n'est pas forcément très joli, ni dedans ni dehors. Donc on lui fait des périodes de finition. Si on constate un défaut sur le tonneau, on peut redécercler une partie et la remettre. Et donc pour corriger les fonds des tonneaux, on a, pour faire l'intérieur très harmonieux, on a plusieurs outils. On a cet outil-là qui s'appelle une plane à genoux, qu'on utilise à deux mains et avec lequel on corrige les défauts à l'intérieur. Et si le tonneau est très grand, on utilise le même outil, mais qui s'appelle une queue d'hirondelle, parce que ça ressemble à une queue d'hirondelle. Et avec son manche long, on peut aller au fond du tonneau. Et là, cet outil-là, il est double. Sur la première partie, on a un tranchant, ici on en a deux. C'est-à-dire qu'on peut travailler de manière ou à pousser ou à tirer, comme on veut. Et cet outil-là est plutôt utilisé pour un grand tonneau, donc qui est profond, qui est plus difficile d'accès. Dès qu'on a fait notre tonneau, qu'il est monté, qu'il est fignolé, qu'il est calibré et qu'il est monté avec son fond, on procède à une étape, on fait les trous des bandes de tonneau. Donc la bande du tonneau, c'est ce trou ici, c'est un trou central, et le trou central, il est bouché avec un gros bouchon de liège, ou alors avec un bouchon en bois, en chêne ou en châtaignier, et on met du sac, de la toile de jute qui lui fait l'étanchéité. Alors la bande de tonneau, elle sert au remplissage du tonneau. Et puis, on fait sur le fond un autre trou. Et cet autre trou, celui-là, c'est celui qui sert à faire ressortir le liquide du tonneau, le vin en l'occurrence. Et donc, on fait des trous avec ce type de tarière, qui sont des tarières coniques. Donc ici, au départ, on a une vis qui permet la pénétration dans le bois, et on tourne et on fait le trou. Et vous verrez, le trou, c'est fait de manière conique. Donc on fait le trou, tout simplement, l'individu qui l'utilise s'arrête à un certain moment pour savoir quel robinet on met, le dernier, parce qu'il existe plein de types de robinets différents, hein, des grands et des petits, donc ils n'ont pas tous le même cône, hein. Donc ces robinets-là sont en bois, très souvent en noyer, en hêtre, en châtaignier, en chêne, dans ces bois-là. Et le robinet en lui-même, donc le verrou du robinet, lui est très souvent fait en buis. Le buis qui est un bois très très dur, qui n'a pas de fil, et qui est très facile à tourner sur un tour, puisque les robinets sont fabriqués sur un tour. Quand on a fait le trou de la bande, on utilise un autre outil, qui lui est une gouge de finition. Alors la gouge de finition, comme vous pouvez le voir, elle peut faire directement le trou, mais surtout, elle a une partie où il y a une râpe dessus, qui permet de corriger et d'affiner le trou du robinet ou le trou de la bande. Dès qu'on a fait tout ça, on peut mettre notre bouchon, on peut mettre notre robinet. Mais ça, on ne le met pas d'origine. Le robinet sur le tonneau, il est mis qu'au moment où il est chez le client à la cave.
au moment où on fait le remplissage à la cave, il n'y a pas le robinet, il n'y a jamais le robinet, il y a un bouchon. C'est l'individu qui, dans sa cave personnelle, a les robinets. Alors quand on met des bouchons, et quand on arrive chez le client, ou le client lui-même, il est bien obligé d'enlever ses bouchons. Et pour enlever ses bouchons, il a deux outils. Il a un outil avec une vis, comme ceci. C'est tout simplement un tire-bouchon. Et il a un nom particulier puisqu'il s'appelle le tire-bonde. Comme son nom l'indique, il tire la bonde. Donc, on visse dans le bouchon, tout simplement. Les deux pieds tiennent sur le fond et ça sort le bouchon. Alors ça, c'est un très joli tire-bonde. Et puis, il existe un autre style et un autre modèle qui est un tire-bonde à inertie. Alors celui-là, donc toujours le même principe, on visse dans le bouchon. Et il a une partie qui s'étire avec un marteau. Et le fait de taper, comme si, avec l'inertie, on tire le bouchon. C'est un tire-bonde à inertie. Il y a une marque d'ailleurs. La débondeuse, tout simplement. Après, dès qu'on a fait tout ça, il faut savoir que les tonneaux peuvent être personnalisés, peuvent être datés. On peut inscrire des tas de choses sur un tonneau. Il y a des gens qui font leurs initiales, ou des sociétés, ou des grands vins, ou du cognac par exemple. On inscrit des choses sur les tonneaux. Alors pour inscrire des choses sur les tonneaux, on a ce type d'outil-là, qui s'appelle des roines tonneliers. Les roines de tonnelier sont des outils qui sont à la fois des ciseaux à bois, qui sont des gouges, qui sont des compas. C'est un outil combiné. Alors cet outil combiné, ils sont tous munis d'une pointe, d'une gouge et d'un ciseau. C'est-à-dire qu'on trace des initiales, des lettres ou des dates sur les tonneaux. On voit des tonneaux qui sont marqués ou sur le fond. Alors, on peut l'utiliser comme ça. Avec la gouge, on peut faire des lettres cylindriques. Ou alors, on peut carrément sculpter des dates, des lettres sur le tonneau avec la roine de tonnelier. Après, on a un outil qui est très intéressant. C'est ça. Un tonneau, dès qu'on l'a utilisé plusieurs fois, il se fait un dépôt à l'intérieur. Et si on l'utilise sans jamais le nettoyer, sans jamais le laver, le vin devient aigre ou devient du vinaigre ou est carrément détruit de sa nature et pourrait être complètement inconsommable et du mauvais vin. Donc un tonneau, ça se nettoie, ça se lave, ça se soufre. Et alors pour nettoyer un tonneau à l'intérieur, on ne peut pas avoir accès puisqu'on ne peut pas rentrer ni la main ni un outil dedans. Pour nettoyer un tonneau, on a cet outil-là. C'est une chaîne avec une masse métallique à l'intérieur. De ce côté de la chaîne, on met une corde avec un petit bout de bois en travers qui permet de ne pas la perdre dedans. On enfile la chaîne dans le tonneau qui est maintenu par ce bout de corde et le bout de bois et on fait tourner le tonneau et la chaîne à l'intérieur nettoie le tonneau. De la même manière, il y a une autre technique. On a ce petit outil qui est un petit maillet en bois avec une espèce de bout de bambou ici. Et ce marteau-là s'appelle le maillet à décoller le bonbon. Donc c'est-à-dire que la calamine qui est faite par le vin, par le sucre à l'intérieur, ça fait une espèce de pellicule qui devient dure. Et il suffit de prendre ce maillet et on joue sur la flexibilité du manche et on tape contre le tonneau. On tape contre le tonneau. L'action de faire ça, ça s'appelle décoller le bonbon. Ça, c'est une technique qu'on fait sur les grands tonneaux, comme sur des foudres, tous ces grands tonneaux-là. Et voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? On peut parler aussi de ce petit outil-là, qui est un outil qui sert pour les bouchons de liège. On fait tremper le bouchon de liège dans le vin dans lequel on met le tonneau, on prend quelques litres de vin, on le fait bouillir, on met les bouchons dedans.
et on attendrit le bouchon de liège pour qu'il rentre très très facilement. Voilà, et puis quelque chose dont je ne vous ai pas parlé parce que j'ai oublié, ça c'est une partie qui est au départ. On utilise ces planes, ces outils-là qui s'appellent des planes, et avec cet outil-là, sur le banc de tonnelier, donc l'outil sur lequel on s'assoit et qu'on bloque avec le valet, qu'on bloque avec les pieds, que vous verrez que sur la photo puisque je ne l'ai pas ici malheureusement. On bloque avec les pieds, ça permet de tenir la douve, et avec les planes, on usine et on corrige les douves pour les affiner. Ça c'est quelque chose que j'ai oublié, c'est une étape qu'on fait en premier. Les planes sont cintrées parce qu'on utilise un bois qui doit avoir le cintre. Donc il existe plein de modèles différents, et j'en ai une quarantaine à peu près. Et donc ces planes sont utilisées pratiquement par tous les métiers où on touche le bois. Tout simplement parce qu'on fait beaucoup de choses. Dans plein de métiers, on voit cet outil-là, sous plein de formes différentes. On trouve quasiment le même outil chez le charron, on trouve le même outil chez le chaisier, puisque les gens travaillent des bois longitudinalement, des barreaux de chaises, des manches d'outils, des rayons de roue de charrette, toutes ces choses-là, et on utilise ces planes. Et elles ont toute une fonction spécifique et tout un cintre très particulier à cause de ça. Sinon, après, on trouve la plane classique avec un couteau central et deux manches, et on l'utilise comme ça en tirant vers soi, et on fait des copeaux. Voilà. Alors celle-là, je vous la fais voir parce que celle-là, elle a un très très beau marquage. Elle a un très très beau marquage, c'est une Goldenberg, je ne m'abuse, Goldenberg, absolument. Et Goldenberg, qui est une marque qui quand même a fait des outils absolument merveilleux de toute beauté, comme Peugeot, Stanley et toutes ces grandes marques qui ont su faire des outils de très très grande qualité, avec des aciers de grande qualité, avec des montages très solides, qui ont survécu à travers le temps. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout. Sur le tonneau, je vais quand même vous faire voir quelque chose de très très joli. Je vais vous faire voir ce petit tonneau, parce que ce petit tonneau, il a une particularité. C'est un tonneau qui vient des Pyrénées, c'est un vrai tonneau de chien Saint-Bernard. Dans les temps anciens, dans les Pyrénées, on avait ces gros chiens blancs qu'on appelle des patous, et les patous, on leur mettait un petit tonneau, et on faisait du colportage d'eau de vie et toutes ces choses-là au cou du chien. Et ça, c'est un vrai tonneau de Saint-Bernard. La particularité qu'il a, c'est qu'il n'a qu'un seul bouchon, une seule bonde, et il a ces petits anneaux ici sur les côtés qui permettaient d'accrocher ce tonneau au cou du chien. Voilà un tonneau qui est quand même assez rare et assez intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'on peut dire sur le tonneau. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Mes outils préférés dans ce métier, bien sûr, c'est le compas, qui est un outil universel, et qui est ce qu'on chez le tonnelier, c'est un outil spécifique. Il en existe 3 modèles. Et la roine, qui est un outil qui a une espèce d'élégance et une magie un peu particulière. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur le tonneau. Voilà. Donc, voilà un nouveau métier. On passe au métier de bourrelier. Alors, qui était le bourrelier? Le bourrelier, c'était l'individu qui fabriquait des colliers et des selles et l'équipement pour les chevaux. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, le cheval est utilisé comme l'âne pour tracter. On a dominé et utilisé à outrance le cheval et l'âne pour le transport et pour tout. Et donc pour permettre à un cheval de tirer un attelage, peu importe l'attelage que c'est, on a besoin de fabriquer des colliers
des selles pour monter dessus et tout un harnachement qui permet de maîtriser et d'utiliser le cheval au mieux. Et surtout, faire un harnachement qui ne blesse pas la bête. Donc bien évidemment, au fil du temps, cet appareil, cet outillage a évolué. Il faut savoir que dans les temps anciens, on sanglait la bête, et puis on s'est aperçu que ça fait des blessures, sur la peau, du cheval. Donc on a cherché des techniques qui permettent un confort à la bête. Et donc si la bête est en bonne santé et ne souffre pas, elle va travailler mieux. Donc les gens qui ont fabriqué l'équipement pour le cheval, pour l'âne ou pour les bœufs, sont les bourreliers. Le bourrelier, il y a le mot bourré, donc bourré qui veut dire entassé. Et donc ici, je vous ai amené un des colliers qui est le plus petit que j'ai. C'est un collier qui est fait pour les ânes. Donc il est de petite taille et on regarde comment est construit ce collier. On s'aperçoit qu'il y a une partie en bois qui fait la rigidité du collier, qui fait la force mécanique, avec une petite clé ici, avec un verrouillage, avec une petite clé et un petit cuir qui permet le verrouillage et le déverrouillage du collier. On l'enfile sur la tête de l'animal, on le ferme, on le verrouille avec une petite partie en cuir, comme ceci. Et quand il a ça autour du cou, on met tout le reste du harnachement, on lui met le mors pour le cheval et on lui met des cordages, des sangles autour du corps. Là. Et le collier, on s'aperçoit qu'il est muni ici de petits anneaux, latéralement, et dans lequel on passe les cordages qui vont jusqu'au mors et qui permet on tire dessus et qui permet de diriger la bête pour aller à droite ou à gauche. Et alors, après, ici c'est une pointe, le corps est fabriqué en cuir et le milieu, ici, la partie qui a contact avec le cou de la bestiole, c'est fait avec de la toile. Et à l'intérieur, il y a plusieurs procédés. On met du crin ou de la paille. Alors ce qui donne un confort à la bête, et ce qui tire est accroché ici, donc sur les parties latérales, ici, il y a des crochets avec des cordages ou des chaînes qui vont sur les flancs de la bête et qui vont jusqu'à une barre en bois à l'arrière de la bête qu'on appelle un palonnier et qui permet de tirer une charrue, une charrette ou n'importe quoi. Les charrettes sont un peu différentes parce qu'il y a des brancards de chaque côté qui viennent s'incruster ici de chaque côté du collier. Ce collier n'est pas équipé comme ça, mais le principe est comme ça. Donc, le bourrelier fabrique les colliers de chevaux et les selles. Alors, pour fabriquer ça, il y a une partie de tous ces outils-là qui va vous faire voir qu'il y a un très très grand rapprochement avec le métier de cordonnier. Tout simplement parce qu'on utilise le même matériau, on utilise le cuir, on utilise la ficelle, la couture, on utilise le bois, donc on utilise les mêmes matériaux, donc on a quasiment les mêmes outils. Les mêmes outils avec quelques petites variantes et un outil spécifique pour les colliers. Donc je pose mon collier et je vais essayer de vous expliquer comment on fonctionne. Donc toujours pareil, on a ici les couteaux à pied, des couteaux à pied qui permettent de couper le cuir, comme on l'a vu pour la chaussure, exactement de la même manière. On utilise le couteau à pied par les pointes. Si on l'utilise comme ça, on n'a pas d'équilibre, pas de puissance. Donc on utilise la pointe, ce qui permet de faire des coupes plus ou moins tendues. On a de la même manière toujours la lame d'acier qu'on appelle le tranché. On a un couteau spécifique qui est un couteau qui est très très proche de l'opinel et qui est un couteau qui se plie, qui est un couteau en demi-lune et qui permet
de poser la main dessus pour faire des coupes sur le cuir qu'on pose à plat sur la table. Exactement comme cet autre couteau qui lui a la même fonction, mais lui il est un petit peu double, il a la fonction de la pointe et la fonction du demi-lune, donc on peut l'utiliser de deux manières. Donc ces outils-là, ils sont aux trois quarts fabriqués par cette société qui est Blanchard Paris, qui fabrique toujours d'ailleurs des outils superbes pour travailler le cuir. Ils sont spécialisés dans ce monde-là. On a, comme pour la chaussure, les grands ciseaux. On a, comme pour la chaussure, les couteaux à pied. Donc j'en ai mis deux modèles différents. Parce que plusieurs marques et plusieurs systèmes, plusieurs pays, les Anglais notamment, ont été en mesure depuis très longtemps de fabriquer des outils superbes. Avec de l'acier, avec du laiton, avec des manches en ébène. Et donc ces outils-là, si on regarde attentivement, on pourrait presque les mettre sur le buffet, tellement ils sont beaux. Et tellement ils sont en bon état. Celui-là, il a un système de verrouillage rapide qui permet de passer le cuir dessous de manière rapide pour tourner. Et toujours pareil, on écarte sur le vernier, plus ou moins, la largeur. Et avec cet outil-là, on fabrique des courroies, des ceintures et on fabrique des sangles pour sangler les chevaux. Ici, toujours pareil, comme chez le mécanicien, comme chez le cordonnier, comme chez le plombier, on trouve cet outil-là qui permet de faire des rondelles et des ronds dans le cuir. C'est un compas avec un pivot et un couteau. Et c'est pour cette... donc il est différent de celui de la chaussure parce que celui-là il est fait en corne, mais le principe et l'outil est toujours le même. On utilise, quand le cuir est très épais, on peut utiliser une chignole, une drille, qui permet, lui, de faire des trous. Et surtout, cette chignole, qui est une chignole de marque Val d'Or, cette chignole permet de faire des trous dans les parties en bois, ou les parties métalliques, puisqu'il y a des parties métalliques sur le collier. Ici, pareil que sur la chaussure, on a ces presses qui servent au sertissage des rivets, quand on fabrique des ceintures et des sangles, toujours pareil. On a ici toute une série de marteaux qui ont tous une fonction un petit peu particulière, avec une forme particulière, et qui, eux, sont très très proches, pour certains, des marteaux de ferblantier ou des marteaux de carrossier, qui sont très ressemblants, mais qui, ceux-là, sont spécifiques pour le cuir. On a des outils, des marteaux comme ceux-là, très fins, qui eux peuvent servir à planter des clous, ou à certainement planter des clous de décoration, puisque les colliers et les selles sont très souvent, ont très souvent avec, une décoration. Les œillères, pareil, avec des clous en laiton, ou c'est des initiales, ou c'est une fleur, ou c'est quelque chose pour décorer. Les gens étaient... d'un certain monde, avaient une certaine fierté de l'attelage, donc on embellissait les choses, tout ce qui est autour de l'attelage, avec des outils très particuliers, avec des formes un peu particulières pour aller dans les intérieurs des colliers. Je vais ici sur ce côté, on a tous ces outils-là qui s'appellent des rembourroirs. Alors les rembourroirs, j'en ai mis que quelques-uns, mais il en existe des quantités. Ça n'a rien à voir avec des cannes, c'est des rembourroirs, ce qui permet de bourrer les colliers et les selles, et de paille et de craie, pour garnir l'intérieur, comme pour le garnir de manière harmonieuse. Donc, vu qu'on remplit un cylindre, il faut aller à l'intérieur. Donc, on a toute une série de rembourroirs qui ont des formes et des dimensions différentes pour tous les colliers et pour toutes les situations. On en a des petits étroits, on en a des coudées,
découdé. Alors toujours pareil, les rembourroirs, c'est des outils qui sont très beaux parce qu'ils sont en acier, le corps est en acier, et les viroles sont en laiton et les manches sont en buis. Ce qui fait que ça a une richesse de fabrication et une élégance et une beauté au niveau de l'œil qui en fait des outils qui sont agréables à utiliser, agréables à toucher, agréables à regarder et qui, avec la patine du temps, donne un aspect très très beau. Alors ici, on a cet outil-là qui ressemble à une grande aiguille qu'on appelle un passe-corde. Qui permet de traverser le collier sur des grandes épaisseurs et de passer les cordes qui permettent la reliure et les coutures. Donc toujours pareil, c'est très souvent cousu avec du lin écru, poissé. Poissé, comme je l'ai expliqué pour la chaussure en cuir, qui sert à faciliter le passage à l'intérieur du cuir pour éviter l'usure sur la ficelle qui au 3 ou 4e passage casserait. Donc on poisse comme on savonnerait le cordage pour le passer. Ici donc on a tout un tas et toute une dimension et une différence de rembourroirs avec des formes toutes spécifiques et très souvent les bourreliers avaient cet outil-là. Alors cet outil-là, c'est un rembourroir. Il est en cuivre. Alors le cuivre est un matériau malléable, et ce qui fait qu'on pouvait le tordre à sa guise pour faire quelque chose de particulier, pour avoir chaque individu, chaque ouvrier, à sa main, à son style, à son... Donc, on ne peut pas changer la forme de cela, puisque c'est un acier trempé, si on voulait le tordre, il casserait. Donc, ils avaient un modèle qu'on peut façonner à son idée, à son style, à sa méthode de travail. Donc, celui-là, il est en cuivre exprès pour ça. Après, on a ces pointes-là qui permettent de faire des trous dans les grandes épaisseurs, pareil, exactement comme pour la chaussure. On utilise des alènes qui servent avec un manche solide dans la main, qui permettent de percer le cuir, et plusieurs épaisseurs de cuir. Donc comme c'est très dur, on fait un avant-trou avec les alènes. Quand on a fait un avant-trou avec les alènes, comme les rembourroirs, les alènes, il en existe des tas de modèles différents, des coudées, des droites, des longues, des petites, etc. On l'utilise à ça. Quand on a fait les trous et les avant-trous, comme pour la chaussure, on coud avec cet outil-là qui s'appelle le coude-vide, qui a la pointe et qui a le fil qui passe à l'intérieur et qui permet de coudre. On a ici, toujours pareil, le même outil que pour la chaussure, qui est une molette à canneler, qui est une molette à marquer le point, donc qui fait une petite empreinte tous les 3 ou 4 mm, et ça permet de faire une couture équilibrée et avec des pas égaux. Ici, on en a une autre qui est plus petite, qui a un pas plus fin, et qui est exactement la même chose. Ici, on a un couteau qui marque le pli, c'est-à-dire que si on veut faire un pli avec elle, on a un couteau, ça ne coupe pas, il ne coupe pas, c'est très doux à la main, et ça fait une saignée qui permet de faire une brisure, une cassure, qui permet de faire un pli. Ici, on a un outil qui ressemble étrangement au précédent, mais celui-là, il a 2 couteaux. Et ces 2 couteaux permettent de faire 2 traînées parallèles sur le cuir, qui permet de faire 2 coutures en parallèle de manière équilibrée et égale. Ici, on a un carquois en bois, un étui, dans lequel on a tout un tas d'aiguilles de toutes les formes et de toutes les dimensions. Toujours pareil, si on coud du cuir fin ou du cuir épais, on change les aiguilles, on change les alènes sur les manches et qui permettent de faire des coutures spécifiques. Et on a donc là les petites, pour éviter qu'elles soient émoussées dans le bout et qu'elles n'aient plus leur pouvoir de perforer, on les met dans un étui en bois pour qu'elles soient protégées.
Parce qu'un outil, on ne l'abîme pas beaucoup en travaillant, on l'abîme si on transporte ou si on range mal. Donc c'est pour cette raison qu'on voit beaucoup de choses avec des enveloppes en cuir, avec des protections. De même que quand on coud les matières en toile du collier, on a ces grandes aiguilles qu'on appelle des alènes et qui permettent de coudre les toiles exactement comme la même aiguille qu'on peut trouver chez le matelassier qui coud, lui, des matelas et qui coud de la toile épaisse. On a aussi ces grandes aiguilles. Pareil. Ici, on a un outil qui a l'air un petit peu barbare, et cet outil-là, c'est une pince à tendre. C'est une pince à tendre, donc c'est une tenaille en quelque sorte qui a des dents. On pince le cuir, on bloque ici avec ce petit anneau qui permet de sertir, et on peut faire, en faisant un bras de levier, tendre le cuir sur une partie particulière. Une pince à tendre. Comme les chaussures, on a des emporte-pièces, des pinces à tendre à tendre le cuir comme sur la forme des chaussures, toujours pareil, pour le mettre en position, puisque c'est quand même relativement raide. Après, on a, qu'est-ce que j'ai oublié? On a une autre partie qui est le bois, puisqu'on travaille le bois. Ici, j'ai amené une ébauche d'une corne d'un collier. Donc ici en bas, là il y a le verrouillage, et là il y a les cornes. Et ce qui fait que ça c'est une ébauche. Donc on fabrique les ébauches des cornes à l'avance. C'est du frêne ce bois-là, et pour le façonner, on ébouillante le bois. Le fait de faire débouillanter le bois, ça permet de le façonner sans qu'il casse. On le met dans l'eau bouillante. Quand il est très attendri, on le tourne, on le met en forme, il ne casse pas. On met un lien en fil de fer ou en ficelle ou en corde ou n'importe quoi, et on le laisse sécher et il garde sa forme. Ça c'est une forme de collier. Et puis je vais vous parler de ces deux choses. On fabrique du cordage, puisqu'on fabrique aussi du cordage chez le bourrelier pour faire plein de choses. Et le cordage était fait en lin, en sisal ou en chanvre. Et donc ici, on a une corde de chanvre. On a une corde de chanvre qui servait à un attelage avec cette petite clé en bois, qu'on appelle chez nous une tacour ou un liaire, ce qui permet d'attacher une charge. C'est l'ancêtre en quelque sorte de la sangle à cliquer, avec un système génial de verrouillage qui se monte et qui se démonte très facilement. Quand on attale une charge, on le bloque comme ceci, et pour le défaire, il suffit de tirer d'un coup sec et ça se défait. Et c'est fabriqué avec du chanvre, et là j'ai une botte de chanvre, et ça a été abandonné de manière volontaire, un peu par l'État, tout simplement parce que ça, comme le hashish, ça se fume. Et donc, ça a été abandonné, tout simplement, parce que ça a été interdit. Donc, là, c'est une botte de chanvre qu'on m'a donnée, qu'un ancien avait, avec lequel, qui n'était pas utilisé pour fumer, mais pour faire des cordes. Et donc, je garde ça parce que ça ne se trouve pas. Et le chanvre, c'est une plante qu'on écrase, qu'on affine, et la fibre a fait c'est de la fibre. Voilà, en 2 mots, l'outillage l'outillage principal avec lequel on fabrique des colliers ou des selles.